Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de l'exploration et de l'explorateur, bonsoir. Eh bien, pour ce magazine du mois de février, vous allez découvrir le visage d'un ami que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Marc-Henri Piot. Marc-Henri Piot est ethnologue, il travaille pour le CNRS, et particulièrement sur l'Afrique, et dans l'Afrique, je dirais, sur le Niger. Oui, c'est ça, sur le Niger, et même sur le Niger, une partie du Niger, puisque je travaille seulement dans la partie orientale du Niger, parmi les populations Haoussa. Et vous avez une spécialité, mais est-ce que c'est une spécialité de choix ou une spécialité que vous avez rencontrée? Je veux dire, le rituel, la mystique, la sorcellerie? Oh non, ça je ne dirais pas que c'est ma spécialité, parce que vous savez que l'ethnologie française a été quand même pendant longtemps préoccupée essentiellement par des problèmes de religion, d'études des faits religieux. Et quand je suis parti en Afrique, j'avais au contraire comme idée de ne pas me préoccuper de ces phénomènes-là, essentiellement de me préoccuper de ce qui concerne les faits politiques et certains faits de la vie économique traditionnelle. Mais il se trouve que la population dans laquelle j'ai travaillé est une population où les faits religieux sont très importants. Et si on ne les aborde pas, et si on ne tente pas de les comprendre, je crois qu'il est inutile de poursuivre autre chose. Donc j'étais amené par le terrain même à me préoccuper de ce qui concerne la vie religieuse et en particulier les phénomènes de possession et les cultes animistes. Et est-ce que vous avez été amené à, pour mieux les comprendre et mieux les approcher, à parler leur langage? Oui, c'est la meilleure manière d'approcher une culture que de saisir son moyen de communication, donc le langage. Et au départ, je ne savais pas le Haoussa, donc j'ai eu affaire à un interprète. J'ai travaillé avec un interprète qui est devenu un ami, puisque j'ai continué à travailler pendant plusieurs années avec lui. Et au fur et à mesure, j'ai progressivement appris le Haoussa, que je ne parle pas bien du tout, mais qui pour l'instant me permet, enfin les connaissances que j'ai me permettent de saisir ce qui se passe, de saisir les conversations des gens et de ne pas avoir l'air trop stupide quand les gens m'adressent la parole. Et comment vous considère-t-il, vous, le blanc venu de loin? Oh, c'est difficile de savoir exactement comment les gens vous considèrent. Il se trouve que enfin l'idéal, ce que pensent en général les ethnologues, c'est qu'on a une place dans la société qu'on étudie. Je pense que en réalité, cette place, elle est de toute façon extraordinaire parce qu'elle n'est pas prévue et que, quels que soient les noms, les titres qu'on puisse vous donner dans la société dans laquelle on est, ce sont des titres qui ne sont affectés qu'à vous, personnage extraordinaire. Par conséquent, même si on a le sentiment de participer effectivement à la vie sociale, d'y avoir un rôle éventuellement, c'est un rôle qui, je crois, ne peut pas être assumé par les membres de la société eux-mêmes. Vous êtes quand même un peu en marge. Oui, non pas en marge, en sens qu'on n'est pas simplement... Enfin, on peut être simplement un regard, mais je crois qu'il est difficile de rester pendant des années un regard et qu'on y participe, ne serait-ce que parce qu'on est des amis et qu'on n'est pas sans cesse en train de regarder les gens et de leur poser des questions, qu'on vit avec eux, qu'on mange avec eux, qui vous invitent chez eux, qui vous font vivre. Et que le problème, c'est qu'il y a un dialogue qui se poursuit, qui est de plus en plus difficile, parce que c'est un dialogue dans lequel on est mis soi-même en cause. C'est surtout ça le problème. C'est que je crois que l'ethnologue commence par se poser des questions sur une société et finit par se poser des questions sur lui-même et sur sa propre société. Oui, c'est ça. Vous avez rapporté plusieurs films, vous avez plusieurs films, et j'ai choisi parmi ces films un d'entre eux qui étudie les différentes saisons d'un village. Et nous allons partir, hélas nous ne pourrons pas voir tout, loin de là, nous en verrons des séquences, mais nous partons pour ce village pour la première période qui est, je crois, la saison sèche. C'est ça, c'est la période qui présage, qui est avant la préoccupation essentielle, la culture, et pendant 4 à 5 mois, les hommes et les femmes n'ont pas à se préoccuper des champs et de faire vivre la nature, mais ils ont à se préoccuper essentiellement de faire vivre la société et à réaménager ce qui, chaque année, doit être recommencé. C'est ainsi que pendant cette période, on refait les maisons et on refait la société. Ce village Haoussa est un village Haoussa typique? Oh oui, c'est un village maori. La population dans laquelle j'étais s'appelle les Maoris, appartenant à l'ensemble Haoussa, c'est-à-dire qui parlent Haoussa. Et il est assez typique, les maisons sont faites essentiellement en paille de mil,
qui est la nourriture essentielle, aussi bien le toit que, dans la majorité des cas, pour les plus anciennes, les murs. Maintenant, depuis quelque temps, les murs commencent à être faits en banco, qui est un amalgame de terre et de paille, et qui sert à faire l'ensemble des constructions en dur. Mais chaque année, de toute façon, on doit refaire un peu ces toits et ces maisons. En même temps, on refait les tissus, on fait des tissus, les gens s'habillent, les fêtes se préparent. C'est la grande période dans laquelle la vie sociale est à bas son plein, dans laquelle on renoue les alliances, on achète ce qu'on peut acheter. Le métier à tisser n'est jamais plus large que cette bande? Non, les tissus sont faits par bandes conjointes comme ça et qui sont cousues les unes à côté des autres. En général, l'habit traditionnel, le vêtement traditionnel est soit pour les hommes une culotte de peau ou un tissu, un pagne de coton écru ou noirci à l'indigo. Alors là, pendant cette période, l'eau devient plus rare et le bétail qui nomadisait dans le nord et qui était confié aux peuls revient près des villages et cela pose souvent des problèmes entre nomades et sédentaires. Mais on est loin du fleuve, là. Oui, on est très loin du fleuve Niger. Dans cette zone, l'eau est souterraine, il y a un ancien fleuve souterrain, mais le problème de l'eau est un problème important. Il faut faire des puits, ils sont souvent longs, difficiles à creuser, ou lorsque l'eau, comme ici par exemple, est assez proche du sol, on est obligé de creuser des puisards qui font 50 cm à 1 mètre de profondeur et qui s'effondrent tout le temps. Il est très difficile d'avoir un aménagement parfait. Alors on obtient une eau saumâtre. Et à cette Polluée, époque, non? oui, elle est assez terreuse, mais elle est d'assez bonne qualité comme eau par ailleurs. En même temps, à cette époque-là, l'époque est la plus difficile car il commence à faire chaud, de plus en plus chaud, l'eau se fait rare, les travaux sont nombreux, on refait les maisons, on voit ici les hommes et les femmes qui font justement cette préparation de la terre de Banco. C'est une matière rougeâtre que l'on malaxe pendant assez longtemps, que l'on fait en boules, qu'on organise en boules, qui sont posées les unes sur les autres et qui font les murs des maisons. Il y a aussi, en dehors des puits, il y a un certain nombre de mares qui sont les résidus des pluies de l'année précédente. Mais ces mares sont de plus en plus petites, de plus en plus rares, et il est difficile d'avoir de l'eau parfois. Ici, on voit des jeunes gens en train de préparer l'armature des cases sur pilotis dans lesquelles ils vivent. Les jeunes gens sont un peu à part dans le village et vivent dans ces cases sur pilotis qu'on appelle des roudous. Et on voit l'armature de bois qui est faite et sur laquelle sera ensuite posé un treillis de paille de mil. Mais il faut se dépêcher parce que malgré tout, les pluies vont bientôt arriver et tout doit être prêt avant, sinon tout le travail sera inutile. Alors, le toit est posé en dernier lieu sur la maison et un homme monte pour serrer le faîte. Ce sont les cigognes qu'on voit là-haut. Oui, ce sont des cigognes. Ce sont les cigognes qui arrivent juste avant les pluies et qui sont des animaux tutélaires. En même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, que se réparent les maisons, que se refont les maisons, la société elle-même se refait et ce qui refait la société, c'est essentiellement le mariage. Et le mariage est une énorme fête qui renoue à travers toute la société les alliances traditionnelles entre les différents groupes, entre les lignages, entre les clans. Et tous les membres des différents clans participent à cela. Ici, les femmes du lignage, enfin de la famille de la jeune fille, préparent le sol de la case nuptiale. Et au cours de cette préparation, c'est une partie de rire extraordinaire. Et les chants que chantent ces femmes sont, disons, assez osés. Elles racontent les rencontres entre le jeune homme et la jeune fille. Et tout le monde rit beaucoup au cours de cette longue séance. C'est un travail assez long. Ce ne sont que les femmes mariées qui participent à ce travail. Oui, ce damage est fait uniquement par les femmes mariées. Ensuite, le mariage est une fête qui dure 6 à 7 jours, 7 jours en principe. Et à l'issue du 7e jour, la jeune fille
qui n'a pas encore rejoint son mari, va le retrouver. Et avant qu'elle aille le retrouver, qu'elle quitte définitivement sa famille, les femmes mariées aussi de son groupe viennent danser devant sa maison, la maison de ses parents, en lui apportant un certain nombre d'offrandes qui sont essentiellement des offrandes de produits nutritifs, du pois de terre, du mil, de l'arachide, des oignons. Et elles dansent en même temps. Le pauvre gosse qui était derrière, bougrement secoué. Les enfants sont très habitués aux manifestations de leur mère. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Cette pierre participe de l'arrangement de la société. C'est la pierre qui est le jugement ultime. Dans ce pays, il y a un certain nombre de jugements possibles. C'est elle qui détermine le droit, finalement. Lorsqu'il y a un certain nombre de contestations entre des gens, entre des groupes, et que ces contestations n'ont pas pu être réglées par les hommes, on fait appel à cette pierre qui s'appelle Tunguma et qui est animée, lorsqu'on l'a pris, d'une force. Et cette force entraîne ces porteurs, que l'on voit ici en train d'installer la pierre dans un balancier, sur un balancier, et ces porteurs sont entraînés vers le prêtre de la pierre, que l'on voit ici, et qui fait les invocations. Et les jugements se passent sous une forme, disons, de questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Et lorsque la réponse est oui, la pierre entraîne ses porteurs vers le prêtre, ce qui veut dire que la réponse est oui. Et si la réponse est non, la pierre ne bouge pas. Alors, au départ, il y a d'abord une première invocation qui consiste à faire venir l'esprit dans la pierre, parce que ce n'est qu'une pierre, finalement. C'est une pierre, ça n'est pas n'importe quelle pierre, dans la mesure où cette pierre a été amenée par un guerrier à travers un périple assez long, et s'est fixée dans cet endroit qui est le lieu où est le plus ancien village, où sont les gens les plus anciens de la région. Mais il faut faire venir l'esprit dans la pierre. Et au début, l'esprit est un peu réticent. Il commence à animer la pierre, il entraîne ses porteurs vers le village même, car l'esprit veut rejoindre le village où se trouve la prêtresse essentielle de l'ensemble du pays, qui est la détentrice de l'esprit même de la nation. Et puis finalement, la pierre se résout à accepter de juger les affaires entre les hommes. Et après les nombreuses salutations, Naigeswa, Tunguma, Naigeswa, je te salue, Tunguma, Pierre de Daoura, Pierre de Bornou, je te salue, je te salue. Et la pierre répond, oui, comme toujours, comme chaque semaine, car c'est chaque semaine que ces jugements ont lieu, comme chaque semaine, elle viendra pour dire le droit, la justice, le tort, la raison. Comme chaque semaine, elle sera parmi les hommes. Après ces invocations qui prennent un assez long temps, les jugements vont commencer et des hommes, des femmes viendront qui n'ont pu régler leur affaire devant les instances humaines et qui viendront porter à l'esprit de la pierre leurs problèmes, qui peuvent être des problèmes de vol de bétail, de magique éventuellement, de maladie. Tout problème qui n'a pu trouver de solution est amené ici. Et jamais personne ne contestera la validité de ce jugement. On voit ici la pierre qui entraîne ses porteurs. Au cours de ces jugements, évidemment, puisque la pierre dit la vérité, il y a parfois, entre les gens qui assistent, entre les hommes, qui sont des parties des plaignants, il y a des disputes assez violentes, parce que c'est là que sont découverts les coupables. Et qu'un coupable, c'est toujours une source de trouble dans la société. Il sera puni? La punition à ce moment-là est l'affaire des hommes. La pierre ne signifie pas ce à quoi il sera condamné, elle signifie simplement qu'il y a un coupable ou qu'il y a une origine à un trouble. Parce que ce n'est pas seulement des problèmes entre les hommes, ça peut être une maladie. On peut simplement savoir si la maladie est d'ordre naturel, si c'est d'ordre naturel ou bien si c'est par l'action des hommes. Si c'est d'ordre naturel, on est sinon rassuré quant à l'issue de la maladie, on sait qu'on ne peut rien faire. Et chaque semaine, les jugements se passent là, et enfin, on dépose la pierre, et la pierre reste là, sur ce plateau isolé, abandonné, et on est sûr de la retrouver à chaque fois. Ah, Marc-Henri Piot,
pourquoi avez-vous laissé cette pierre sur le plateau? J'aurais aimé que vous me la rapportiez parce que peut-être grâce à elle, je pourrais savoir le vrai, le sage, le beau. Mais dites-moi, cette pierre pose quand même des tas de questions et elle est envoûtante, même vue sur une pellicule. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas de trucage possible? Je veux dire, il y a le sorcier ou le prêtre, enfin le prêtre de la pierre. Le prêtre, si vous voulez. Le prêtre de la pierre. Il y a à côté de lui le plaignant ou celui qui veut poser une question. Et il y a les porteurs de la pierre qui vont agir en fonction de la volonté de cette pierre. Cette volonté étant partie des questions qui sont posées. Mais est-ce que les deux porteurs de la pierre n'entendent pas les questions? Non, les deux, enfin, ils entendent les questions si vous voulez bien. Si le plaignant veut bien parler assez fort, et par la force des choses, les porteurs de la pierre entendent les questions. Mais ça n'a rien d'obligatoire. Si vous voulez parler tout bas, de façon à ce que seulement le prêtre vous entende, car si vous mettez en cause évidemment quelqu'un, il faut bien qu'il y ait un témoin pour témoigner de l'accusation, si l'accusation porte sur quelqu'un, mais les porteurs sont dans l'impossibilité d'entendre à ce moment-là. Et moi j'ai assisté au moins une vingtaine de ces jugements, et je me suis posé les mêmes problèmes que vous, parce que c'est assez extraordinaire. J'ai d'abord pensé effectivement que c'était en entendant que les porteurs, connaissant le cas, faisaient que la pierre les entraîne, mais comme ils n'entendent pas, si on veut, cette objection tombait. Je me suis posé aussi la question de savoir s'il y avait un langage entre le prêtre et puis les porteurs. Or, ça me paraît tout à fait impossible, car le prêtre, à partir du moment où ce n'est pas lui qui fait les salutations initiales, à partir du moment où c'est le plaignant qui pose ses questions, qui jette la terre, car il faut jeter la terre pour poser les questions, qui est en cause, le prêtre se désintéresse absolument de tout ce qui se passe, regarde autour de lui, se gratte, fait des plaisanteries avec les gens qui sont autour de lui. Est-ce que je peux aller plus loin? Aller plus loin, je veux dire par là, si je suis le plaignant, mais en fait ce n'est pas une plainte, c'est une inquiétude qui est en moi. Oui. Et je voudrais la réponse à cette inquiétude. Je veux poser la question à la pierre, je ne la formule pas, je la pense. Oui, c'est très possible. Il y a un certain nombre de gens qui viennent ici pour résoudre des problèmes qui leur sont personnels, très divers, que ce soit des maladies ou des problèmes avec leurs épouses ou des problèmes avec leurs enfants, enfin, quel que soit le problème, qui ne concerne pas des gens extérieurs. C'est une réponse à un problème qui se pose eux-mêmes, à une anxiété. Et à ce moment-là, il est très possible de poser la question dans son cœur, comme on dit. On pose la question dans son cœur, et puis la pierre répond. À ce moment-là, le prêtre lui-même n'a pas entendu. Le prêtre n'a rien entendu, c'est-à-dire on ne dit rien. On parle en soi. Les gens disent qu'on pose la question dans son cœur, ça veut dire effectivement qu'on parle à l'intérieur de soi-même, qu'on pense la question, qu'on pense une question, et la pierre bouge ou ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle répond à la question. Mais est-ce que, question extrêmement difficile, est-ce que vous avez une explication satisfaisante? Non, je n'ai pas d'explication satisfaisante. Je dois dire que le problème reste entier pour moi. Il reste d'autant plus entier que ce jugement est un jugement qui, dans un pays qui est dans une région qui est animiste, bien sûr, mais où l'islam a commencé à pénétrer, où l'administration existe, il y a une administration, où il y a des ordres de jugement officiels. Ce jugement est un jugement qui est reconnu par tout le monde comme étant sans appel. On évitera évidemment de recourir à cette pierre s'il s'agit de choses très graves, entraînant des meurtres par exemple, mais quand même, disons que la condamnation par exemple, la condamnation ne sera pas faite uniquement d'après le jugement de cette pierre. Ceci étant, si la pierre a dévoilé un meurtrier, tout le monde sera certain que cet homme est meurtrier. Et en général, j'ai connu plusieurs fois le cas de gens qui avaient été convaincus par cette pierre d'avoir commis des actions extrêmement répréhensibles, et ces gens sont soit devenus fous, soit sont suicidés. Bref, on peut peut-être dire que pour comprendre cette pierre, il ne faut pas être cartésien et être accessible au merveilleux. Oui, il faut être accessible au merveilleux, et je crois que surtout, il faut participer d'assez près à une société qui a instauré ça comme un moyen d'introduire un certain ordre. Ce n'est peut-être pas l'ordre que nous admettons, mais c'est un certain ordre. Et cet ordre veut également, je parle de votre film toujours, que, vous me parliez tout à l'heure de la venue de la saison des pluies, cette saison des pluies ne vient pas. Et alors on va s'ingénier à la faire venir, car on a besoin de cette pluie pour vivre.
Et c'est la séquence que nous allons voir maintenant. C'est un prêtre encore? Oui, c'est un prêtre, son titre c'est Dankasa, ce qui veut dire fils de la terre. Et c'est lui qui fait venir la pluie. Car comme vous l'avez dit justement, on attend la pluie, qui est quand même l'élément primordial. Sans pluie, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et bien sûr, les saisons reviennent, mais pour qu'elles reviennent, il faut que les hommes fassent les actes nécessaires pour que, entre eux et les puissances de la nature, les accords soient renouvelés. Et si ces accords ne sont pas renouvelés, la pluie peut très bien ne pas venir. Et là, pendant la nuit, le prêtre inverse l'ordre naturel des choses. C'est lui qui pile le mil. Or, dans cette société, ce sont les femmes qui pilent le mil. C'est lui qui pile le mil et il le pile la nuit. Or, c'est impensable dans la vie quotidienne de piler, d'avoir une action de pilage pendant la nuit. Alors, il prépare le mil, une bouillie de mil, qui sera l'offrande faite à la puissance fondamentale et grâce à laquelle la pluie viendra. Il part dans la nuit et il se dirige vers le lieu de sacrifice qui se trouve assez loin du village. Il est seul, il doit arriver là-bas avant l'aube. Ensuite, de tous les villages alentours, des hameaux, les paysans, les chasseurs, les hommes, les femmes viennent assister à ce sacrifice qui sera en même temps qu'une demande pour la pluie, une demande pour le bien de la société, pour le bien des familles, le bien de la nature. Il y a deux sacrifices en réalité, ce n'est pas un seul sacrifice, c'est un sacrifice mâle et un sacrifice femelle, un sacrifice au principe mâle et un sacrifice au principe femelle. Ces principes mâles et femelles, est-ce qu'on les retrouve dans la végétation? Oui, on les retrouve dans la végétation, on les retrouve dans la société, on les retrouve chez les animaux. Les grandes classes de pensée sont axées suivant ces principes mâles et femelles. Alors, chaque village des alentours, chaque village de la région offre des animaux pour ce sacrifice. Ces animaux sont présentés à l'esprit fondamental, et pour que l'esprit fondamental accepte l'offrande de ces animaux, il faut que ces animaux consomment l'espèce de bouillie de mil et de miel qui est jetée devant eux par le prêtre. C'est le prêtre qui est là, qui fait les invocations à cette puissance initiale, Maïfouari, Azal, ce qui est avant toute chose, ce qui est avant le début du temps. Les animaux sont présentés, il y aura des coqs, il y aura des vaches, il y aura des veaux, il y aura aussi des poules, des chèvres. Mais pour eux, ce sacrifice, j'imagine, coûte beaucoup matériellement, car ce sont des animaux qui valent cher, qui sont rares. Oui, ce sont des animaux qui valent cher, et c'est un investissement économique assez considérable. Il y a un effort de la part des hommes. Qu'est-ce qu'ils mettent là? C'est du papier? Ah non, ce n'est pas du papier, c'est de l'argent. Car un certain nombre de villages qui sont assez loin ont envoyé des délégués, et à la place d'animaux qui auraient été un peu longs et difficiles à transporter, car c'est les animaux du village même qui doivent venir, et ils apportent maintenant de l'argent. En même temps que les invocations normales pour faire admettre les animaux, chacun des assistants peut faire un discours dans lequel il demande le bien pour lui, pour sa famille, pour ses champs, pour ses animaux, et il demande que le serpent ne morde pas les hommes, que les sauterelles ne s'abattent pas sur les récoltes. À la suite de cette présentation et avant le sacrifice proprement dit, tous les assistants consomment le reste de cette bouillie de mil et de miel. Tout le monde doit consommer de cette bouillie qui doit entièrement disparaître. Maintenant va avoir lieu le sacrifice du premier coq. C'est le prêtre lui-même qui fait le sacrifice. Et ces sacrifices seront nombreux? Oui, il y a un certain... Il y avait, enfin ce jour-là, c'est assez variable suivant les années, mais il y avait une vingtaine de coqs, il y avait une vache, il y avait 2 veaux, il y avait une dizaine de chèvres.
et aussi une quinzaine de poules, ce qui représente quand même quelque l'a chose lancé, d'assez là. important. Oui, la poule est lancée vers l'est, dans la direction de la pierre qui concrétise plutôt le lieu de sacrifice. Le sang est recueilli aussi dans ce sacrifice. Le sang est recueilli et sera par la suite consommé. Il a une valeur, ce sang? Oui, parce qu'il est très rare. Enfin, habituellement, les gens ne consomment pas le sang. C'est sans doute l'influence de l'islam, mais la viande est consommée sans le sang. Et au cours de ce sacrifice, le sang lui-même, qui représente l'essentiel de la vie, est consommé par les gens. Alors là, c'est la seconde partie du sacrifice. On a assisté tout à l'heure à la partie mâle du sacrifice, au principe mâle. Et là, c'est au principe femelle. Et c'est une femme qu'on voit là tenant cette calebasse. C'est une femme qui conduira le sacrifice. La Maïgourfani, celle qui est à genoux et qui était tout à l'heure, qui assistait le prêtre. Et c'est maintenant elle qui conduit le sacrifice. À l'issue du sacrifice, toutes les viandes sont grillées et consommées dans une espèce de banquet rituel par les assistants. Vous voyez ici le sang qui a été cuit avec les intérieurs des animaux, et tout doit être consommé là. En même temps qu'un certain nombre de parties sont réservées et qui seront envoyées dans tous les villages qui ont envoyé leurs animaux et qui ont participé au sacrifice. Il y a sur cet endroit, la société se réunit dans son entier, si vous voulez. C'est un peu... toute cérémonie est un moment dans lequel la société se saisit dans sa totalité. Que ce soit un mariage ou que ce soit un sacrifice, la société, dispersée dans l'espace, car les gens sont très dispersés dans cet espace, se retrouve et recrée des liens. C'est en somme un temple, mais un temple sans limite. C'est ça. Et à l'issue de ce sacrifice, la pluie est venue. Et maintenant, les fêtes sont terminées, les mariages sont arrangés, et il faut cultiver. Eh bien, nous allons voir maintenant la séquence de culture, car c'est une séquence qui est importante, car je crois que pour eux, comme vous le disiez, c'est la vie, mais cette vie est dure, car elle ne vient pas seule. Et non, elle est dure sur plusieurs plans. Elle est dure parce que les travaux eux-mêmes sont pénibles, et elle est dure en sens que les travaux doivent être effectués dans un temps très réduit. Les pluies sont relativement courtes, et tout doit être fait en 2-3 mois. Et qu'est-ce qu'on cultive là, le mil? La culture essentielle est le mil, qui est une culture faite par les hommes. Alors ici, on assiste au semail. C'est l'homme qui, avec cette espèce d'instrument, fait des trous dans lesquels un enfant ou une petite fille, plutôt, souvent, c'est une petite fille ou une femme, met les graines. Très rapidement, la graine germine, pousse, et il faut désherber autour, repiquer, démarier le mil, enfin, toute une série d'opérations qui demandent une attention constante. Les gens cultivent avec cette espèce de long instrument qui est assez beau à voir, qui est une hilaire, qu'on appelle là-bas une haoudia. Mais comme ces travaux doivent être faits très rapidement, les gens très souvent mettent leurs efforts en commun. Ils font ce qu'on appelle une gaïa, qui est de la culture collective. Et ces cultures collectives participent aussi, par exemple, des prestations de service d'un jeune homme qui veut se marier et offre son travail à son futur beau-père. Alors il réunit autour de lui les gens de sa classe d'âge et il travaille sur les champs de son beau-père. Et c'est très important parce que c'est au cours de cette gaïa, de cette rencontre des hommes, des jeunes gens, que le jeune homme prouve son statut social, son importance sociale. Plus les gens sont nombreux, plus il est prestigieux dans la société, plus il a une marque et une place importante. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ne font pas semblant de travailler. Ah Ils non, ont beaucoup de mal. Il ne faut pas semblant de travailler, car non seulement le jeune homme, là, par l'importance des gens qui viennent l'aider, marque sa place sociale, mais en même temps, entre les jeunes gens, c'est une grande compétition. Il faut montrer qu'on est le plus fort, qu'on travaille le plus vite, qu'on travaille le mieux. Car, à l'issue de cette gaïa, les jeunes filles viendront et chanteront les louanges des meilleurs travailleurs. Ce sont les jeunes filles qui consacreront les meilleurs d'entre eux. Car la louange est très importante, la parole est très importante,
et tout acte est accompagné des paroles qui consacrent cet acte. Et là, dans ce cas-là, c'est la relation homme-femme qui importe, car c'est une relation qui a trait à la germination, à la culture, à la prospérité. Et voilà l'arc-en-ciel, le soleil revient. C'est ça, Et les c'est pluies une autre- sont terminées, c'est une autre la saison. culture est terminée, les récoltes sont faites, et à nouveau, la vie de la société va recommencer. Eh bien, Marc-Henri Piot, puisque vous avez fait l'amitié de nous apporter quelques objets, je voudrais que nous voyions tout de suite un objet sorti du film, Ah plutôt oui. sorti du pays Yaoussa. Il est un peu grand, un peu long. Oui, il est grand et long. Oui. C'est cet objet extrêmement long que les jeunes gens manipulaient tout à l'heure. Et voici, là, au bout, le fer. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux parties, vous voyez, cette espèce de langue qui sert à gratter et retourner la terre et qui est emmanchée sur ce long bois qui est ici. Attendez, alors je vais montrer parce que c'est difficile quand même, c'est très Ouais. long. Nous avons ici à l'autre bout la poignée. C'est ça, la poignée. Et cette poignée qui est faite justement pour la main. C'est ça. Et- Alors, l'instrument est poussé en avant, devant les... Et c'est malgré tout lourd. Oui, c'est lourd, seulement le... Ça doit coller au sol. C'est un instrument qui colle au sol et qui, avec un certain rythme, est extrêmement efficace. C'est-à-dire que c'est un instrument qui est valable dans les terres légères, très sableuses. Dans les terres lourdes, il vaut mieux un autre instrument, une houe, probablement. Mais là, ça permet une culture extensive, en tout cas. Maintenant, j'ai envoyé, notre réalisateur s'est servi d'un fond de générique que nos spectateurs, ça fait beaucoup de bruit, n'ont pas dû très bien comprendre. Alors je crois qu'il faudrait maintenant le présenter car c'est une coiffure qu'on pourrait prendre pour une coiffure de guerre, mais ce n'est pas une coiffure de guerre, c'est beaucoup plus une coiffure de chasse, j'imagine. Oui, Car je vois ici un bec. oui. En fait, c'est pas absolument une coiffure de chasse, c'est la coiffure des musiciens de chasseurs, car ces Maoris sont à l'origine des chasseurs, essentiellement des chasseurs. Et tout ce qui concerne la chasse est très développé, et les rituels et les rites de chasse sont très développés. Alors ça, c'est le chapeau que porte le musicien des chasseurs. Alors ce chapeau, vous voyez, est couvert de kauris, qui sont ces petits coquillages qui servaient auparavant en Afrique de monnaie d'échange. Il n'y a pas un compte rituel des kauris, bien que j'ai essayé de les compter, mais ce n'est pas un compte rituel. Il y a un cimier qui est fait de crins de chevaux, car ces gens sont aussi de très grands et de très bons cavaliers. Et il y a ce bec d'oiseau, qui est un des oiseaux que l'on chasse. Et je dois dire que c'est très beau, c'est un très bel objet. C'est très beau. Oui, je l'aime assez. Et il ne faut rien cacher à nos spectateurs. Et ce cimier reposait sur quelque chose de curieux. Et alors là, qui je dirais presque à l'opposé, parce que c'est très moderne de par la nature, ça ressemble de très près à de l'aluminium. Mais oui, c'en est, parce qu'en en fait, maintenant, les forgerons travaillent essentiellement avec du métal de récupération sur les vieilles voitures, tout ce qu'on peut récupérer. Il est pratiquement impensable maintenant que les forgerons travaillent avec du métal qu'ils ont extrait eux-mêmes. Mais c'est un étrier traditionnel, par contre. Oui, par contre, la forme est tout à fait traditionnelle. C'est l'étrier normal qu'ont les cavaliers à Oussa. Maintenant, alors nous allons passer de coiffure à coiffure, n'est-ce pas, en passant par l'étrier, bien entendu. Alors cette coiffure est vraiment extraordinaire, exceptionnelle, car voici un profil d'oiseau très étonnant, et c'est, j'imagine, le cimier d'un chasseur. Oui, cet oiseau qu'on appelle bourtou est, en fait, sert de déguisement, si on peut dire, au véritable chasseur. Je crois que Ça c'est se porte sur la tête. oui. Je ne vais pas le mettre, mais enfin, pour faire Oui. comprendre, ça se porte ici. Ça se porte sur la tête, oui, c'est ça, exactement. Vous voyez cette espèce de cuir qui sert de serre-tête. Oui. Et puis, il y a la ficelle qui retient le cimier proprement dit, enfin l'animal proprement dit, et qui permet, avec des mouvements de tête appropriés, de donner un certain balancement à Dans les hautes herbes. ce visage d'oiseau, à cette figure d'oiseau. Oui. Et alors, les chasseurs se déguisent en oiseaux, se transforment en oiseaux. C'est un leurre Oui, pour c'est attirer ça. les autres oiseaux. C'est ça. Ils sont couverts d'un pagne noir, ils avancent comme ça en imitant le mouvement même de l'oiseau et ils se faufilent au milieu des groupements d'oiseaux qu'ils chassent à l'arc et à la flèche. Mais hors l'intérêt utilitaire, je trouve que cet objet est très beau.
en lui-même, Oui. par ses formes. Qu'est-ce que c'est? C'est du cuir, c'est de la peau, c'est quoi? Oui, il est recouvert de peau et le bec est effectivement un bec de bourtou. Mais comme il a été cassé, usé, utilisé très souvent, il a une forme un peu bizarre maintenant. Mais en principe, la tête d'animal représente exactement la tête d'un bourtou. Et ici, il y a quelque chose qui est... Enfin, on passe du coq à l'âne, si je puis dire. Des chaussures, plutôt des sandales, mais ce sont des sandales de bébé, si j'en crois la taille. Oui, ce sont des sandales d'enfants. C'est la forme, mais ce sont des sandales d'enfants, mais les chasseurs, car aussi ce sont des sandales de chasse, des sandales de brousse, les chasseurs portent des sandales comme ça. Et des c'est de la tacalmis peau, comme ça. qu'est-ce que c'est comme peau? C'est la peau de chèvre qui a été un peu frappée, tapée. Et même les enfants ont des sandales de chasse, alors? Oui, en réalité, il est rare qu'ils les portent, car en fait, ils sont la plupart du temps pieds nus, mais on leur en fait parfois pour leur faire plaisir. Car à ce moment-là, c'est déjà rentré dans la catégorie Pour des qu'ils se hommes. prennent pour des hommes. Ouais. Alors ici, vous avez apporté une collection assez extraordinaire de bracelets. Alors, celui-là nous rapproche de l'étrier, je veux dire par sa matière, non par sa forme, Oui. car c'est encore de l'aluminium. Oui, c'est encore encore de de la récup- l'aluminium, oui. Par contre, à l'opposé, en voici un qui, lui, j'imagine, est beaucoup plus ancien, c'est du bronze, C'est du cuivre. c'est du cuivre. C'est du cuivre et effectivement, il est beaucoup plus ancien et on n'en fait pratiquement plus maintenant comme ça. Et c'est très lourd. Oui, il est très très lourd. C'est un bracelet. Celui-là est un bracelet de cheville. Celui-là est porté au poignet. Alors, en voici un qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, qui est quand même très différent. C'est quoi, ça? Celui-là est assez extraordinaire. Il est très rare dans cette région. Même, enfin, je n'en ai jamais vu au Niger d'autres. Celui-ci m'a été offert. C'est un bracelet appartenant à un personnage qui est d'une congrégation de possédés. Et c'est un bracelet qui est dédié à un certain génie. C'est du cuivre? Oui, celui-là est en cuivre. En général, les bracelets de possession sont beaucoup plus simples, comme celui-ci, par exemple, celui que j'ai au bras. C'est aussi un bracelet de possession Attendez, de congrégation on de va le montrer. possédés. Et vous avez à votre bras un bracelet de possession? Oui, oui. Vous ne le quittez pas? Non, je ne le quitte pas, non. Il a une valeur pour vous? Oui, oui, c'est-à-dire que dans la mesure où je me suis intéressé au phénomène de possession, j'étais amené à avoir une place. C'est la place, entre guillemets, dont je parlais tout à l'heure, dans le culte de la possession. Et puis alors, des objets quotidiens qui sont Oui, quand ce même sont traditionnels. mais les enfin, louches, les cuillères, faites par des menuisiers, ou bien, pas seulement par des menuisiers, mais aussi par des personnages comme des sourds, des muets, qui n'ont pas d'autre activité, et qui gagnent leur vie ainsi en faisant des cuillères. ce qui est étonnant, c'est qu'un objet aussi simple soit décoré. Oui. Alors, celui-ci est fait avec une calebasse, celui-là est en bois, et la décoration est une décoration symbolique, dans laquelle sont évoqués en général un certain nombre de problèmes relatifs aux relations entre hommes et femmes. Eh bien, nous pourrions continuer longtemps avec vos objets et à rêver aux Aoussa, mais hélas, il va falloir nous quitter par le chrono tourne, et nous ne pouvons continuer plus longtemps. Le temps passe ici plus rapidement qu'en Afrique. Et justement, en Afrique, où vous retournez, je crois, ces jours-ci, demain ou après-demain déjà. Oui, je dois partir dans Chez quelques les jours. Aoussa? Oui, je retourne en pays Aoussa, pas exactement au même endroit que chez les Maoris, mais enfin dans une population qui est voisine, qui a des relations historiques, au Pour Nigeria. 6 mois, 7 mois? 6 mois, oui. Et Marc Piot, je crois que nos spectateurs, enfin je les entends d'ici, si je puis dire, à travers les ondes, à travers les caméras, me demandent de vous dire qu'à votre retour, il faut revenir. Il faut revenir au magazine d'Explorateur avec une nouvelle pellicule. J'espère bien. Et pour montrer de nouveau ces populations qui sont très attachantes. Et je crois, on peut dire, sans forfanterie aucune, qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et dans leur sagesse, dans leur connaissance, et en faisant face à la réalité quotidienne de leur vie, ce qui est le fait de chaque homme sur Terre, je crois, Oui, je crois que surtout l'apprentissage, c'est le nôtre et pas le leur. et pas le leur. Merci Marc-Henri Piot d'être venu ce soir au magazine des Explorateurs. Je vous remercie.